Bien, bonjour. Donc, dans le nouveau cours qu'on a aujourd'hui, on va attaquer un nouveau chapitre qui est la transformation de Fourier. Donc, le cours d'aujourd'hui, j'ai appelé ça Introduction à la transformation de Fourier. Ça n'a pas du tout vocation à être un cours complet sur la transformation de Fourier. Il faut bien être conscient que c'est un outil en fait hyper puissant et qui touche à beaucoup de domaines différents, notamment le traitement du signal, les phénomènes de diffraction, l'optique de Fourier, tout ça. Euh, il n'est pas question ici de couvrir les aspects qui intéresseraient ces domaines-là, ou la mécanique quantique, enfin bref, c'est extrêmement large. On va se concentrer sur ce qui va intéresser la résolution des équations de dérivées partielles quand on fait une première approche du sujet. Et donc, ça va nettement restreindre ce qu'on pourrait avoir à dire sur cette branche passionnante des maths, qu'est la branche des transformations de Fourier. Pour commencer d'abord, qu'est-ce qu'une transformation, tout simplement? Vous n'avez pas forcément été exposé à ça avant. Donc une transformation d'une fonction f de x, ça va être une fonction, alors notée ici avec une barre pour dire que c'est la transformée, qui dépend d'une autre variable, que je vais noter p pour l'instant, on verra après pour la transformation de Fourier. Une transformation est définie sur un intervalle AB, et de façon générale, elle va s'écrire, donc la transformée de la fonction f de x, c'est la fonction f bar de p, qui s'écrit intégrale de a à b de f de x, donc la fonction qui nous intéresse, fois une autre fonction k de x et de p, qui dépend donc de deux variables, donc qui est une fonction qu'on appelle le noyau de la transformation, et qui est connue, qui définit la transformation, enfin qui participe à définir la transformation dx. Donc cette relation-là, vous voyez, effectivement, on fait une intégration suivant x, ce qui fait qu'on récupère bien une fonction qui dépend de p. Toute la partie en x va, entre guillemets, disparaître dans le processus d'intégration, et va en ressortir une fonction, f bar de p. Donc on sait faire aussi le processus inverse, qu'on appelle la transformation inverse, qui permet de repartir de f bar de p vers f de x, modulo le fait que ce soit possible ou pas. Ça, on en reparlera un petit peu, mais pas forcément suffisamment pour un cours d'ailleurs complet. Bref. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on connaît comme transformation? Qu'est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce qu'on trouve en maths comme transformation? En fait, il y en a plein, il y en existe plus d'une vingtaine. Vous pouvez aller voir la page Wikipédia à ce sujet-là, elle est bien faite. Mais je vais en mentionner trois qui sont importantes en résolution des équations en dérivées partielles. Une qui est la transformation de Laplace, dont on reparlera un peu plus tard. Pour la transformation de Laplace, le noyau de la transformation, c'est exponentielle px, et les bornes d'intégration, c'est a égale 0 et b égale l'infini. Donc on intègre de 0 à l'infini f de x fois exponentielle px dx. Et la fonction f bar de p qui en est issue, c'est la transformée de Laplace de la fonction f de x. Une autre qui nous intéresse pour ce cours-ci, c'est la transformation de Fourier. Alors on verra qu'il va y avoir trois noyaux possibles, soit cosinus px, soit sinus px, soit exponentielle moins ipx modulo la présence ou pas du 2, du pi, etc. On va en rediscuter un peu plus tard. En fait, les arguments des fonctions noyaux ne sont pas toujours strictement définis de la même façon par tous les auteurs. Bref. Donc voilà, ça peut être moralement l'une de ces trois fonctions. Et les bornes d'intégration vont être a égale moins l'infini jusqu'à b égale plus l'infini. Alors on verra pour les transformations en cosinus et sinus qu'il en est exactement. Ce sera un peu différent de l'exponentielle complexe. Ok, une dernière transformation que vous verrez de temps en temps aussi dans la résolution des équations de dérivées partielles, je ne sais pas encore si je ferai un cours sur ce sujet-là, c'est la transformation de Henkel, donc où le noyau est une fonction de Bessel de première espèce, d'ordre n, donc Jn de p de x fois x. Et là aussi on intègre de 0 à l'infini, là aussi par rapport à la transformation de Laplace c'est la même chose, on intègre de 0 à l'infini. Voilà, donc ça c'est trois transformations de Fourier, entre guillemets de base. Trois transformations de base, j'en perds mes mots, la transformation de Laplace, la transformation de Fourier, la transformation de Henkel. Donc le sujet du jour, de ce cours, c'est la transformation de Fourier. Pour commencer, on va définir l'intégrale de Fourier. Et donc pour écrire un petit peu les choses proprement, plus ou moins, on va considérer qu'on travaille sur des fonctions qui sont continues par morceaux sur tout intervalle fini, d'accord, où a et b sont des nombres finis, mais quel que soit a et b, il faut que la fonction soit continue sur tous ces intervalles. Donc en fait, il faut que la fonction soit complètement continue en quelque sorte. Et pareil pour sa dérivée, il faut qu'elle soit continue par morceau sur tout intervalle fini AB. Par ailleurs, il faut que la fonction f de x soit absolument intégrable, c'est-à-dire que l'intégrale de moins l'infini à l'infini de valeur absolue de f de x dx ne diverge pas, mais soit une valeur finie. Voilà, sous ces conditions-là, on va avoir des propriétés, on va pouvoir calculer l'intégrale de Fourier et avoir des propriétés intéressantes. Une première intégrale de Fourier, c'est l'intégrale de Fourier en cosinus, a de oméga, qui est égale à 1 sur pi, intégrale de moins l'infini à l'infini,
de f de x cosinus oméga x dx. Pardon. Donc ça, c'est l'intégrale de Fourier en cosinus. Et on a évidemment l'intégrale de Fourier en sinus qui va avec, un b de oméga, qui est 1 sur pi, intégrale de moins l'infini à l'infini de f de x sinus oméga x dx. Si vous regardez la définition de ces intégrales, elles ressemblent aux coefficients d'une série de Fourier, en fait, telles qu'on les écrit là. D'accord. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on va s'en servir. Alors là, pour l'instant, on va voir pour l'instant juste pour l'intégrale de Fourier. On a en fait le théorème de Dirichlet, sous les hypothèses qu'on a émises ici. L'intégrale de Fourier qui s'écrit intégrale de 0 à l'infini de a oméga cos oméga x plus b oméga sinus oméga x dx va converger quel que soit x dans R vers f de x plus f de x moins sur 2. D'accord. C'est-à-dire que si on est sur une discontinuité, ce sera la moyenne de part et d'autre de la discontinuité. Et si on est sur un point où la fonction est continue, ce sera vers la fonction elle-même directement, vers la valeur de f de x en ce point-là. Alors si on regarde ça 30 secondes moralement, en fait, à quoi on a affaire, ça ressemble beaucoup finalement à une série de Fourier, cette affaire-là. Parce que si vous remplacez le signe intégral par une somme, vous obtenez une somme de coefficients qui multiplient des cosinus oméga x plus des coefficients qui multiplient des sinus oméga x. Et on sait que, par ailleurs, effectivement, l'intégrale est bien une somme quand on prend une limite qui tend vers 0 des petits paramètres qui vont bien. Bref. Donc on voit que moralement on est sur quelque chose qui ressemble furieusement à une série de Fourier qui serait passée à la limite en fait. Voilà. Je développe pas plus cet aspect-là qui est assez marrant en fait, de voir comment est-ce qu'on peut passer en continu, entre guillemets, de la série de Fourier à la transformée de Fourier. Alors il y a quand même des propriétés différentes. Mais vous le verrez si vous prenez des cours complets sur l'analyse de Fourier, vous aurez ça. C'est à peu près systématiquement traité. Enfin, dans tous les bouquins que je connais, ils montrent le passage de l'un à l'autre. Je n'ai pas voulu le faire là parce que ça sert pas le propos de la résolution des équations dérivées partielles. Et donc je veux pas passer du temps là-dessus. Bref. Prenons des exemples, on va calculer quelques intégrales de Fourier. La première qu'on va prendre, c'est pour une fonction f de x, qui est égale à 1, alors que la valeur pour valeur absolue de x inférieure à 1, 0 pour valeur absolue de x supérieure à 1, et 1,5 pour valeur absolue de x égale à 1. Donc en fait, cette fonction-là, si on se trace ces deux axes, je ne l'ai pas fait pour gagner de la place, mais si on trace deux axes, on voit que c'est une fonction qui vaut 0, qui saute en passant par 1,5 jusqu'à 1, qui vaut 1 de moins 1 à 1, et qui après passe par 1,5 et tombe à 0 définitivement, si je puis dire. Donc voilà, c'est une espèce de fenêtre, de rectangle. On voit que si on prend l'intégrale de la valeur absolue de f de x de moins l'infini à l'infini, qu'en fait on intègre que de moins 1 à 1 la fonction 1 dx, et ça fait 2, d'accord. C'est bien une valeur finie, donc cette fonction est bien absolument intégrable, donc on peut lui appliquer le théorème de Dirichlet, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va calculer a de oméga. A de oméga, c'est donc l'intégrale de Fourier en cosinus. Donc c'est 1 sur pi, intégrale de moins l'infini à l'infini de f de x cosinus oméga x dx. Donc là, comme la fonction vaut 0 en dessous pour x inférieur à moins 1 ou x supérieur à plus 1, on intègre en fait que de moins 1 à 1, partout ailleurs ça fait 0. Donc ça fait 1 sur pi intégrale de moins 1 à 1. La fonction f valant 1, on ne la voit même plus apparaître, cosinus oméga x dx. Donc ça on s'est intégré, cosinus oméga x dx ça pose pas de problème. La primitive c'est sinus oméga x sur oméga, pris entre moins 1 et 1. Donc ça va faire sinus oméga moins sinus de moins oméga. Le sinus de moins oméga, c'est moins sinus d'oméga, donc ça fait moins, donc ça fait plus. Donc ça fait 2 sinus oméga sur pi oméga. Ok, donc ça c'est le coefficient, c'est la transformée de Fourier en... Je vais pas y arriver. C'est l'intégrale de Fourier en cosinus. L'intégrale de Fourier en sinus, b de oméga, c'est 1 sur pi, intégrale de moins l'infini à l'infini de f de x sinus oméga x dx. Ok. Donc même chose, on intègre de moins 1 à 1 la fonction sinus oméga x dx, et pour le coup la fonction sinus, elle est impaire, et donc si vous intégrez de moins a à a une fonction impaire, vous obtenez 0, donc on obtient 0 identiquement à coup sûr. Donc ça c'est réglé. Et maintenant on peut, d'après le théorème de Dirichlet, écrire que la fonction f de x est égale à 2 sur pi, intégrale de 0 à l'infini, donc des a oméga, etc. Il faut remettre tous les termes comme on l'a mis, sinus oméga, cos oméga x sur oméga, d oméga. Bon, c'est ça qu'on a montré. On voit que pour le même prix, donc on va pouvoir l'écrire un peu plus commodément là. Alors là, il y a un pi sur 2 qui a disparu, qui devrait se trouver là, il y a un pi sur 4. Ouais. Si je me trompe pas, oui.
Oui, parce que là, le f de x est égal à ça, et donc ça, c'est notre f de x, donc oui, pareil, hein, donc vraiment, il manque un 2 sur pi, qui devient un pi sur 2 ici. Donc ce qu'on a, c'est intégrale de 0 à l'infini de sinus oméga cos oméga x sur oméga d oméga égale 1 si x est compris entre 0 et 1, 1 demi si x est strictement égal à 1, et 0 si x est supérieur à 1. Donc c'est assez marrant, et au passage, on voit qu'on a montré, par exemple, si on prend x égal à 0, que l'intégrale de 0 à l'infini de sinus oméga sur oméga, qui n'est pas complètement trivial à obtenir, d oméga vaut pi sur 2. Donc une fois qu'on a corrigé avec le 2 sur pi qui manque ici, et qui passe là pi sur 2, on obtient cette propriété-là. De la même façon, si vous prenez x égale à 1, vous allez avoir un pi sur 4, et vous aurez intégrale de 0 à l'infini de sinus oméga cos oméga sur oméga d oméga. Voilà. Donc on voit que, et c'est le cas, hein, les outils de transformation de Fourier, alors on ne va pas insister là-dessus dans ce cours, mais la transformation de Fourier peut permettre de calculer, comme on le verra pas par la suite, des intégrales un peu plus compliquées qui peuvent se simplifier quand on utilise les propriétés de la transformation de Fourier. En fait, la puissance pour résoudre ce problème se trouve dans le théorème de Dirichlet là ici. Une fois qu'on a vérifié les conditions, il y a des intégrales bizarroïdes qu'on va pouvoir traiter très facilement grâce au théorème de Dirichlet. Ok, prenons un autre cas qu'on verra revenir assez régulièrement, qui est f de x égale exponentielle moins x pour x supérieur à 0, 1 demi pour x égale à 0 et 0 pour x inférieur à 0. Donc c'est une fonction qui vaut 0 jusqu'à la valeur x égale à 0. Là, elle saute à 1 demi, et exponentielle de 0, ça fait 1, hein. Donc ça fait, elle fait 0, 1 demi, et elle tend vers 1 là-haut, et elle descend exponentiellement vers 0. Donc très vite. On vérifie qu'elle est bien absolument intégrable, donc intégrale de moins l'infini à l'infini de valeur absolue de f de x dx, ben c'est pour la partie 0, ça fait rien, donc on commence à intégrer que de 0 à l'infini, exponentielle moins x. La primitive, c'est moins exponentielle moins x. En l'infini, ça fait 0, en 0, ça fait 1, moins 1, ça fait 1. Ok. Donc c'est bon, on a bien quelque chose qui est absolument intégrable. On peut calculer du coup une première intégrale de Fourier qui est a de oméga égale 1 sur pi, intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins x cos oméga x dx. Donc ça se résout par intégration par partie. Donc ça c'est la méthode DI, hein, là c'est là qu'on dérive, c'est là qu'on primitive dans la méthode. Donc exponentielle moins x, moins exponentielle moins x, exponentielle moins x, hein, c'est les dérivées successives. Cos oméga x, sa primitive c'est 1 sur oméga sinus oméga x, et dont la primitive est moins 1 sur oméga carré cosinus oméga x. Et du coup l'intégrale de cette ligne va être égale à ça, moins, ça va faire donc ça moins ça, plus cette intégrale-là, avec un signe moins du coup. Okay, donc ça nous donne ça du coup, intégrale de exponentielle moins x cos oméga x dx est égale à exponentielle moins x sur oméga fois sinus oméga x, d'accord, moins, donc moins exponentielle moins x sur oméga 2 cos oméga x, moins intégrale de exponentielle moins x sur oméga 2 cos oméga x. Et on voit ici qu'on retrouve le même terme que là, qui est juste avec un coefficient là qui ne dépend pas de x, donc on peut traiter ça tout à fait en le passant de l'autre côté. Et donc on met en facteur ensuite. Ce que ça nous donne du coup, c'est qu'on a 1 plus 1 sur oméga 2 fois l'intégrale de départ, donc exponentielle moins x cosinus oméga x dx, qui est égal à ce terme-là, donc qui est égal à ça, pris, comme on note avec de 0 à l'infini, pris entre 0 et l'infini. Alors j'ai déjà le résultat qui s'affiche, on va juste le vérifier ensemble rapidement. En l'infini, les exponentielles font que ça donne 0. En 0, le sinus fait 0, donc le seul terme qui soit non nul, c'est celui-là. Comme il est pour la borne 1, moins, ça fait plus. Exponentielle de 0, ça fait 1. Cos de 0, ça fait 1. Donc tout ce qui nous reste, c'est 1 sur oméga 2. Voilà. C'est bien ça qu'on trouve. Et donc au total, ce qu'on a, c'est que intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins x cos oméga x dx est égal à 1 sur oméga 2 plus 1. Donc là, ce qu'il faut le faire pour obtenir, c'est diviser 1 sur oméga 2 par le coefficient qui est devant l'intégrale ici, et vous obtenez 1 sur oméga carré plus 1. Je vous laisse faire, c'est de l'arithmétique élémentaire, ça pose pas de problème. Et donc a de oméga, c'est bien ça, mais multiplié par 1 sur pi, hein, là il faut bien faire attention, on a traité que l'intégrale, il y a encore le terme 1 sur pi qu'il faut mettre en plus, donc au total ça nous fait a de oméga égale 1 sur pi, 1 sur oméga carré plus 1. De la même façon, si vous le faites, vous avez que b de oméga est égal à 1 sur pi, intégrale de 0 à l'infini de l'exponentielle moins x sinus oméga x dx, et le résultat que vous aurez, en faisant sensiblement les mêmes étapes, c'est 1 sur pi oméga sur 1 plus oméga carré. Voilà, c'est une bonne idée de s'entraîner et de le recalculer dans son coin, hein, pour s'assurer qu'on arrive bien à faire toutes les étapes soi-même. Voilà, j'insiste pas plus, c'est vraiment 2 fois le même calcul.
on va déjà beaucoup refaire ces calculs-là, donc on peut se gagner un peu de temps. Et du coup, via le théorème de Dirichlet, on peut dire que f de x va se retrouver égal, entre guillemets, à l'intégrale, alors 1 sur pi intégrale de 0 à l'infini de cos oméga x plus oméga sinus oméga x sur 1 plus oméga 2, puisque ça, le terme a multiplie le cosinus oméga x, les deux sont sur le même demi-terme, donc on peut tout à fait les mettre sur 1 plus oméga 2. Le oméga multiplie le sinus oméga x, d'accord, d oméga. Donc voilà ce qu'on a montré comme propriété, plus ou moins marrante. Ok, donc ça c'était deux exemples d'intégrale de Fourier. Maintenant on va rentrer dans le cœur du sujet qui est la transformation de Fourier. Alors on va voir, on a regardé les intégrales parce que ça nous prépare déjà largement à ce qui nous attend. Donc pour la transformation de Fourier, je ne vais pas à nouveau insister tant que ça sur les conditions de validité parce que le cœur de ce cours-là c'est d'être opérationnel sur les calculs. Ça a des risques, hein, il faut bien faire attention quand on utilise ces outils de s'assurer qu'on est dans des conditions qui le permettent. Mais bon voilà, je ne veux pas vous proposer un cours si rigoureux que ça, c'est une introduction aux équations dérivées partielles, c'est pas un cours d'analyse. Le jour où vous en avez besoin, il faut compléter, hein, bien sûr, par des approches un peu plus rigoureuses. Mais là déjà, on fait connaissance avec les outils, c'est déjà une première étape sympathique, je trouve. Donc si f, la fonction f, est lisse par morceaux sur tout intervalle fini AB, d'accord, et si elle est absolument intégrable, la transformation Fourier de f se définit comme étant, alors f avec un petit chapeau de oméga, donc ça c'est la transformée de f, est égale à 1 sur 2pi, intégrale de moins l'infini à l'infini de f de x exponentielle i oméga x dx. Donc ça c'est la définition qu'on va utiliser de la transformation de Fourier. On va voir juste après qu'il y en a d'autres, donc il ne faut pas s'affoler si vous avez déjà vu passer ça et que ça n'avait pas la même tête, ça peut être tout à fait normal, il y a souvent un moins ici, les coefficients là et là peuvent changer, on va en parler rapidement après. Ok, on peut par ailleurs avoir, pour bien clarifier les choses en matière de notation, on peut avoir les notations suivantes que vous retrouverez très facilement, donc le f avec un petit chapeau de oméga, vous verrez aussi un grand f de oméga, pour dire que c'est la transformée de petit f de x, et vous verrez aussi un f un peu stylisé, entre crochets de f de x, pour dire c'est la transformation de Fourier de f de x qui dépend de oméga, qui est une fonction de oméga. Okay, et puis parfois vous ne verrez pas le oméga ici, hein, ni là d'ailleurs, voire pas là non plus. Ok, et on aura aussi affaire à la transformation de Fourier inverse, et qui permet d'aller depuis la transformée de Fourier vers la fonction dont elle est la transformée. On la notera par le puissance moins 1 pour dire transformée de Fourier inverse. Ça ne veut pas dire 1 sur f, ça veut dire fonction réciproque, en quelque sorte, une transformée inverse. Quoi. Voilà. Ok, donc ces notations-là, je vais les utiliser dans le cours, hein, donc vous allez les voir passer, et il y en a encore certainement d'autres. Je n'ai pas la prétention de connaître toutes les notations de tous les auteurs du monde. Ok. Ensuite, sur la convergence, là aussi, on va avoir un théorème qui permet de prendre du coup la transformation de Fourier inverse. Si donc en plus f' est continu par morceaux sur tout intervalle fini AB, dans ce cas-là, on peut prendre la transformation de Fourier inverse et on peut écrire que l'intégrale de moins l'infini à l'infini de la transformée de Fourier de f multipliée par exponentielle moins i oméga x, il y a un moins qui est apparu par rapport à là, d oméga, est égale à f de x plus f de x moins sur 2. Donc ici, ce qu'on voit à nouveau, c'est que si la fonction f en fait est continue, c'est égal à f de x. Si on est au niveau d'un saut dans la fonction, c'est le terme moyen entre f de x plus et f de x moins. Donc c'est des choses qu'on a déjà vues sur les séries de Fourier finalement. Donc moralement, vous êtes à peu près préparé à ça normalement. Alors pour que ça soit pas trop simple, en fait la transformée de Fourier, elle n'a pas une forme définie absolument pour tout le monde. Suivant les domaines, il y a des formulations de la transformée de Fourier qui ont des avantages et des inconvénients. Et donc vous allez pouvoir la trouver sous au moins 3 grandes familles de formes différentes. Donc il y a du 1 sur a intégrale de moins l'infini à l'infini de l'exponentielle ib oméga x f de x dx. Donc ça c'est la définition globale de la transformation de Fourier. Déjà dans l'argument de l'exponentielle, b, ça peut être plus ou moins 1, plus ou moins pi, plus ou moins 2pi, typiquement, que vous allez trouver ici, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, le 1 sur a va pouvoir valoir 1 sur racine de 2pi ou 1 sur 2pi, suivant les cas où vous êtes confronté. Donc si on regarde notre définition à nous, vous voyez, on a pris a égale 1 sur 2pi, et ici on a i oméga x, ça veut dire b égale a 1. D'accord, c'est ça la convention qu'on prend. Ça ne va pas affecter les propriétés qu'on va trouver, ça va affecter les coefficients multiplicateurs des propriétés qu'on va évoquer par la suite. Donc quand vous utilisez la transformation de Fourier dans un contexte donné, il faut bien faire attention à comment est-ce qu'elle est définie, parce qu'après ça va affecter simplement des coefficients. C'est important pour trouver des valeurs quantitatives à un résultat.
Euh, donc alors, les avantages sont de tous ordres, hein. Ils peuvent être en traitement du signal, d'avoir un truc qui va être très symétrique. Il peut être de faire disparaître des piles là où ça nous enquiquine. Enfin bon, ça dépend des champs d'application, donc là je vais pas me perdre dans la discussion de qu'est-ce qui vaut mieux. Suivant les champs d'application, il vaut mieux l'une ou l'autre. La notation que je fais, alors, généralement il y a un moins dans l'exponentielle pour la transformation, et il n'y a pas le moins pour la transformée inverse, très souvent. Mais bon, là dans le bouquin de référence que je prends comme référence de secours, il y a un signe plus pour la transformée et un signe moins pour la transformée inverse. Ça n'empêche pas de dormir, hein. Ok, donc allons-y, calculons maintenant des transformées de Fourier. Commençons par transformée de Fourier de exponentielle de moins valeur absolue de x. Donc c'est une fonction exponentielle c'est une fonction qui décroît exponentiellement vers moins l'infini et vers plus l'infini. Si vous faites le calcul, vous verrez qu'elle est bien absolument intégrable et il n'y a pas de problème, hein. Je ne le refais pas ici, mais ça ne pose vraiment pas de souci. Donc sa transformée de Fourier, grand f de oméga est égal à 1 sur 2pi intégrale de moins l'infini à l'infini de notre fonction, exponentielle moins valeur absolue de x, fois exponentielle i oméga x dx. Okay. Donc on écrit ça. Exponentielle de moins valeur absolue de x. Quand on regarde ça, on voit que pour les x négatifs, la valeur absolue de x pour x négatif c'est moins x, ça fait moins x, donc ça fait plus x quand on intègre de moins l'infini à 0. Et pour les x positifs, valeur absolue de x, c'est x, et donc ça fait exponentielle moins x quand on est de 0 à plus l'infini. Donc exponentielle x fois exponentielle i oméga x, ça peut être, c'est exponentielle x plus i oméga x, et on peut factoriser par x, donc ça fait bien exponentielle x facteur de 1 plus i oméga. Et de la même façon ici, quand vous faites avec moins x, vous obtenez bien exponentielle moins x facteur de 1 moins i oméga, le moins fait plus, donc on a bien plus i oméga x, et le moins x fois 1 fait bien moins x, donc on a bien le moins valeur absolue de x, pour la partie positive. Ok, très bien, on est content. Maintenant on prend les primitives, ce qu'on sait faire sans aucun problème avec ce type de relation, hein. La primitive parce qu'on a deux fois la même primitive, en fait, on va quasiment au signe près, quoi. Donc quand on primitive exponentielle x facteur de 1 plus i oméga par rapport à x, on a exponentielle x facteur de 1 plus i oméga sur 1 plus i oméga. Ici c'est la même chose, mais sur 1 moins i oméga. D'accord. Et puis il y a un moins qui est sorti devant, bien sûr, ce moins-là. Et voilà, très bien. Donc entre moins l'infini et 0, et là entre 0 et l'infini. Donc en moins l'infini, on va se retrouver avec un terme ici qui va tendre vers 0. Ici en l'infini, ce sera moins l'infini, donc on va se retrouver aussi avec un terme qui va tendre vers 0. Et tout ce qui va nous rester du coup, c'est les termes en 0. Donc ici, on va se trouver exponentielle de 0, donc 1 sur 1 plus i oméga. Et là, il est en bas, donc ça va faire moins, donc plus 1 sur 1 moins i oméga. Donc au total, ce qu'on a, c'est 1 sur 2pi, facteur de 1 sur 1 plus i oméga, plus 1 sur 1 moins i oméga. On va mettre au même dénominateur. Donc pour ça, on multiplie de part et d'autre par le dénominateur voisin. Donc 1 plus i oméga fois 1 moins i oméga, ça fait 1 plus oméga carré, d'accord. Et en haut, ça fait 1 moins i oméga plus 1 plus i oméga, les i oméga s'en vont, 1 plus 1, ça fait 2, d'accord. Donc ça fait 2 sur 2pi facteur de 1 plus oméga carré, les deux se simplifient, ça fait bien 1 sur pi facteur de 1 plus oméga carré. Ok, donc on a bien ce terme-là comme transformée de Fourier de exponentielle moins valeur absolue de x. Okay. On va s'en faire 3-4 hein, pour voir, et puis on va nous être utile pour la suite, quand on verra les propriétés de transformation de Fourier, on va jouer avec quelques-unes d'entre elles. Donc prenons la transformée de Fourier d'une fonction g, définie par g de x égale 1 moins valeur absolue de x sur 2, pour x inférieur en valeur absolue à 2, et égal à 0 pour valeur absolue de x supérieure ou égale à 2. Donc on voit que c'est en continuité en fait, hein, si vous prenez x égale à 2, cette relation-là donne bien 0 aussi. Ça fait 2 sur 2, 1 moins 1, ça fait bien 0. Donc vous pouvez mettre le signe égal que vous voulez, ça n'a pas de grande importance. Ce qu'on voit donc, c'est à quoi ressemble cette fonction. Bon, j'ai systématiquement pas mis les courbes, j'aurais pu. Mais donc ça veut dire que pour les x négatifs, on a 0. Quand on arrive à x égale à 2, on se retrouve avec une droite qui monte. D'accord. Donc pour les x négatifs, c'est moins x, donc ça fait 1 plus x sur 2, donc c'est une pente de 1,5 qui monte jusqu'à x égale à 0, où là la fonction vaut 1. Donc à partir de moins 2 jusqu'à 1, elle monte en ligne droite avec une pente de 1,5. Et là, quand on est dans les x positifs, elle va redescendre, on a une pente de moins 1,5. Et pour x égale à 2, elle vaudra 0. Donc c'est un triangle qui part de moins 2, 0 jusqu'à 0,1, et qui redescend de 0,1 jusqu'à 2,0. Et après, ça reste identiquement nul. Ok. Alors on voit très facilement que c'est une fonction continue par morceau, et que sa dérivée est également continue par morceau, il n'y a pas de lézard là-dessus.
On peut vérifier qu'elle est intégrable, il n'y a vraiment aucun souci particulier. Je vous mets ici les valeurs, on intègre de moins l'infini à l'infini. Elle vaut autre chose que 0 uniquement entre moins 2 et 2. Donc on l'intègre entre moins 2 et 2. On voit que c'est une fonction paire, hein, de part et d'autre de l'axe des y, on est symétrique. Donc l'intégration de moins 2 à 2, on peut la faire que de 0 à 2 en multipliant par 2. Après on intègre ça, on trouve 2. C'est bien une valeur finie, il n'y a vraiment pas de problème. Donc j'ai satisfait les conditions du théorème de Dirichlet, on peut y aller. Donc G chapeau de oméga, G hat, je sais pas comment on peut le dire. G chapeau de oméga est égal, du coup la transformée de Fourier, à 1 sur 2pi, intégrale de moins l'infini à l'infini, de G de x, exponentielle i oméga x dx. Ok, c'est parti. Maintenant on sait qu'on doit intégrer que de moins 2 à 2, puisque la fonction ici vaut autre chose que 0 que entre moins 2 et 2. Donc ça fait 1 sur 2pi, intégrale de moins 2 à 2. De 1 moins valeur absolue de x sur 2, exponentielle i oméga x dx. On développe le exponentiel i oméga x, ici c'est écrit cos oméga x plus i sinus oméga x. D'accord. Et ce qu'on a, c'est que cette fonction-là est une fonction paire, sinus oméga x est une fonction impaire, donc le produit des deux est une fonction impaire, paire fois impaire, ça fait impaire, et donc l'intégrale de moins a d'une fonction impaire fait 0, donc ce terme-là ne contribue pas, il vaut 0. Donc ça c'est réglé. Donc il ne nous reste plus qu'à intégrer l'intégrale de moins 2 à 2 de 1 moins valeur absolue de x sur 2 cos oméga x dx. Donc là on a produit une fonction paire par une fonction paire. C'est une fonction paire, on peut intégrer que de 0 à 2. D'accord, pourvu qu'on multiplie par 2. Donc on fait 2 sur 2pi, intégrale de 0 à 2 de ce truc-là. Et après, on va le couper en deux. On va avoir l'intégrale de 0 à 2 de cos oméga x dx avec le 1 sur pi devant. Et ensuite, on est du côté des x paires, donc on a le valeur absolue de x est égale à x, donc on sort le moins, et on peut sortir le 2, ce qui fait qu'il y a un 1 sur 2pi ici, un 1 sur pi ici. Intégrale de 0 à 2 de x cos oméga x dx. Bon, c'est des intégrales qui ne présentent aucune difficulté particulière. Le primitif de cos oméga x c'est sinus oméga x sur oméga. X cosinus oméga x, ça s'obtient en intégrant par partie, hein, là aussi ça pose aucun problème particulier, je vous laisse le traiter vous-même de votre côté. Ça fait x sinus oméga x sur oméga plus cos oméga x sur oméga 2. Ok, et ça on le prend entre 0 et 2 à chaque fois. Donc regardons un tout petit peu nous-mêmes ce qui se passe. On voit que en 0, ce terme-là va faire 0. En 0, ce terme-là va faire 0. Ce terme-là va faire 1. En 2, ce terme-là va faire sinus 2 oméga sur oméga. En 2, ce terme-là va faire 2 sinus 2 oméga sur oméga. Les 2 et le 2 vont se simplifier. D'accord, donc 2 sinus 2 oméga sur oméga avec un signe moins devant, et ici, sinus 2 oméga sur oméga, et là, avec un signe moins, et là, sinus 2 oméga sur oméga, avec un signe plus, ces deux-là vont s'annuler. Donc tout ce qui va nous rester, en fait, c'est ce terme-là. Donc cosinus 2 oméga sur oméga 2. Et il y a un 1 qui traîne, que j'ai oublié un moment. Oui, non, en 0, il y a ce terme-là qui nous donne un terme aussi, hein, pardon. Ok, donc avec un moins, mais moins fait plus, et donc celui-là qui avait un plus devient moins. Okay, il y a bien tout. Ok, donc on a tout pris en compte, j'espère que vous avez retrouvé vos petits, mais tous les termes sont bien là. Ok, on met, donc tout ce qu'on a c'est 1 sur 2pi, 1 moins cos de oméga sur oméga 2. Si on fait rentrer le 2 dedans, qu'on fait sortir l'oméga 2, on obtient 1 moins cosinus de oméga sur 2, et ça c'est la linéarisation du sinus, c'est sinus carré oméga. Donc au total, ce qu'on a c'est sinus carré oméga sur pi oméga 2. Donc c'est une transformée de Fourier très célèbre, elle revient beaucoup. Autre transformée de Fourier qui va nous intéresser, c'est une fonction rectangulaire en fait, f de x, qu'on va définir comme étant égale à 0 pour valeur absolue de x supérieure à 1. Donc à moins l'infini, à partir de moins 1 jusqu'à moins l'infini ça vaut 0, à partir de 1 jusqu'à plus l'infini ça vaut 0. Et entre moins 1 et 1, elle vaut 1,5. D'accord, donc c'est un rectangle de hauteur 1,5, compris entre moins 1 et 1. On voit que cette fonction est centrée sur 0, donc elle est paire, soit dit en passant. Et on va prendre sa transformée de Fourier, donc c'est 1 sur 2pi, intégrale de moins l'infini à l'infini, de f de x exponentielle i oméga x, comme d'hab, ça ne change pas. On intègre que de moins 1 à 1, parce que la fonction est non nulle que entre moins 1 et 1, et elle vaut 1,5, exponentielle i oméga x dx. La primitive, on peut sortir le 2, ça fait 1 sur 4pi, la primitive exponentielle i oméga x dx, c'est exponentielle i oméga x sur i oméga, pris entre moins 1 et 1. Ok, et maintenant on va compter nos petits, juste, ça fait exponentielle i oméga moins exponentielle moins i oméga, et quand vous avez ça, exponentielle i θ moins exponentielle moins i θ, vous récoltez du i sinus θ en fait. Une fois que vous passez en exponentielle
votre exponentialité θ en cosinus θ plus i sinus θ. Donc on obtient bien un terme qui est 2i sinus oméga sur i oméga, ça va pas changer avec 1 sur 4pi devant. N'hésitez pas à faire ce petit passage là pour vous en persuader, mais il n'y a vraiment pas de difficulté particulière. Ok, les i se simplifient gentiment, le 2 avec le 4 se simplifie, donc ce qu'on obtient c'est sinus oméga sur 2pi oméga. Cette fonction on va la voir revenir, donc on lui donne un nom, on va l'appeler rect de 1,5, pour dire que c'est un rectangle, la hauteur vaut 1,5, d'accord. Et il est centré sur 0, ça c'est très important, on va voir après pourquoi j'insiste un peu là-dessus. Et donc sa hauteur c'est 1,5, il est centré sur 0, et il est non nul, donc il vaut 1,5 qu'entre moins 1 et 1. Voilà. Ok. Maintenant, on va attaquer un peu les propriétés de la transformation de Fourier, parce que pour l'instant, on a vu une transformation de Fourier, on voit que bon, ça nous prend une fonction, ça nous crache une autre fonction qui dépend d'une autre variable. À quoi bon? Quel est l'intérêt de tout ce travail? Alors, on va donner toutes les propriétés, certaines seront évidemment plus importantes que d'autres pour nos intentions. La première propriété, c'est la linéarité, c'est-à-dire que la transformée de Fourier d'une constante a fois une fonction f plus une constante b fois une fonction g, transformée de Fourier de tout ce paquet, c'est a fois la transformée de Fourier de f plus b fois la transformée de Fourier de g. Bon, ça découle directement du fait que la transformée de Fourier est une intégrale, on va l'admettre telle qu'elle sans se poser trop de questions. Si f et g sont continus sur R, d'accord, alors là ça devrait être écrit comme des transformées de Fourier parce qu'on prend une transformée de Fourier inverse, hein. Donc il faut bien des transformées de Fourier en l'occurrence, continues. Dans ce cas-là, la transformation de Fourier inverse de AF plus BG, c'est A fois la transformée de Fourier inverse de F plus B fois la transformée de Fourier inverse de G. Okay. Alors, propriété importante de translation, pour le coup. La transformée de Fourier de f de x moins a. Donc on a translaté, vous voyez, la fonction f de x est plus centrée sur 0 ou je ne sais quoi, suivant comment elle était avant, mais on la décale, on la shift de a. Donc f de x moins a. Donc sa transformée de Fourier, c'est exponentielle ia oméga fois la transformée de Fourier de f, simplement, non particulièrement décalée par a. Ok, ça on va le démontrer, on va voir rapidement, ça n'a rien de très compliqué. De façon tout à fait similaire, on peut montrer que la transformée de Fourier de exponentielle moins iax de f de x est égale à la transformée de Fourier de oméga moins a. Voilà. Ok. La transformée de Fourier, alors ça c'est pas une translation à proprement parler. Donc vous voyez, je prends juste 30 secondes pour dire qu'on voit que les décalages d'origine, parce que c'est un décalage d'origine finalement, engendrent des termes en exponentielle ia oméga ou exponentielle moins iax, alors, au signe près, parce que ça dépend de votre définition de la transformée de Fourier, mais ce genre de terme-là constant, cette fonction, disons, qui revient tout le temps, correspond à une translation. Ensuite, la transformée de Fourier, en fait, d'une dilatation, c'est pas vraiment une translation, là. La fonction f, on la rend dépendante d'une variable qui est a fois x, ou avec une constante. Donc on la dilate si a est, suivant que a est plus grand que 0, plus grand que 1 ou plus petit que 1. Et dans ce cas-là, la transformée de Fourier de f de ax est égale à 1 sur a de la transformée de Fourier de f pris pour une valeur variable qui n'est pas oméga, mais oméga sur a. Donc ce qu'on voit ici, c'est que quand on dilate dans le monde des x, on contracte dans le monde des oméga et inversement. Il y a vraiment une relation, pour le coup, vraiment de proportion inverse entre la transformée de Fourier et la fonction correspondante. Alors c'est une vérité très importante quand on fait plein d'autres aspects des transformées de Fourier, mais c'est pas forcément quelque chose dont on va forcément beaucoup se servir dans la suite. J'ai plus assez en tête la suite des opérations, mais voilà, je la mentionne parce qu'elle est très importante quand même à avoir en tête. Donc si f est lisse par morceaux, que f et f' sont intégrables, et que f de x tend bien vers 0 quand x tend vers l'infini, donc en tant qu'on peut prendre effectivement la transformée de Fourier de tout ce petit monde, alors, et ça c'est très important pour ce cours-là, vous allez vite voir pourquoi, la transformée de Fourier de la dérivée de f, c'est moins i oméga fois la transformée de Fourier de f. Et c'est pour ça qu'on fait des transformations. Toutes les transformations vont avoir ce type de propriété sympathique, qui veut dire que maintenant, si vous considérez une équation en dérivée partielle, que vous prenez la transformée de Fourier d'une dérivée, vous vous retrouvez non plus avec la transformée de Fourier de la dérivée, mais la transformée de Fourier de votre fonction de départ. Modulo, un terme ici qui multiplie. Donc ça transforme une opération de dérivation en une opération de multiplication. Et donc ça transforme des intégrations ou des dérivations en manipulation arithmétique. Et ça rend beaucoup d'opérations beaucoup plus simples en passant dans le monde, ici dans le monde de Fourier, dans le monde des oméga. Et donc là, c'est là qu'on voit l'essence de l'opération. Quand on voudra résoudre des équations aux dérivées partielles ou des équations différentielles,
avec des outils de transformation, en fait, on transforme le problème, on résout les équations arithmétiques qui en résultent, et on prend la transformée inverse pour obtenir la solution dans le monde des x qui nous intéresse, à cause de cette propriété-là sur la dérivation. Donc après, si on itère le problème, hein, si on dit que f' est lisse par morceau, que f' et f seconde sont intégrables, que f' de x a bon goût de tendre vers 0 quand la valeur absolue de x tend vers l'infini, donc en plus et moins l'infini. Alors la transformée de Fourier d'une dérivée seconde, c'est moins i oméga f de f', et au total c'est moins i oméga le tout au carré de la transformée de Fourier de f. Voilà. Et on peut généraliser, il y a un petit bug de notation, si on prend la kème dérivée de la fonction f, que tout le monde est comme il faut, intégrable, lisse par morceau, etc., tend vers 0, alors la transformée de Fourier de la kème, mettons pour que ça corresponde à une dérivée de f, alors qu'ici c'est un f de n, je sais pas, est égal à moins i oméga puissance n transformée de Fourier de f. Et donc on voit que là, on peut dériver tant qu'on veut, tout ce qu'on fait sur la transformée de Fourier, c'est qu'on est en train de la multiplier par un terme ici qui grossit, au fur et à mesure qu'on dérive. Ok. Autre petite série de propriétés importantes, sur la parité, parce que c'est un argument qu'on va utiliser de temps en temps, donc ça vaut le coup d'avoir un peu en tête. Si f est une fonction paire, alors sa transformée de Fourier est réelle et paire. Et inversement, si f est impair, alors sa transformée de Fourier est imaginaire et impaire. En réalité, la transformation de Fourier, on la définit bien sur des fonctions complexes, et il y a d'autres propriétés de symétrie de ce type-là qu'il faut prendre le temps de décrire dans la situation où on considère les fonctions d'une variable complexe. Mais bon, c'est pas l'objet de ce cours, là on travaille sur des fonctions de variables réelles, donc je me concentre essentiellement là-dessus. Et là, ce qui nous intéresse, c'est que la parité est préservée sur des fonctions réelles. Si la fonction est paire, sa transformée est paire. Pour une fonction impaire, sa transformée est impaire aussi. L'intégration, comme la dérivée, l'opération d'intégration va devenir une opération arithmétique. Et c'est ça qui est aussi sympathique. Donc cette fois-ci, si l'intégrale de 0 à x de f de s ds, donc la primitive en fait de f, on prend la transformée de Fourier de la primitive de f, ça nous donne moins 1 sur i oméga fois la transformée de Fourier de f, simplement. Donc tout à l'heure, la dérivée, on l'obtenait en faisant i oméga à la puissance nème pour la nème dérivée, et là, on divise par i oméga pour avoir la primitive. Donc on voit que dans le monde de Fourier, littéralement, la dérivation et l'intégration sont des opérations inverses, l'une de l'autre. Bon, c'est marrant. Maintenant, la dérivation des transformations, c'est-à-dire que là, tout à l'heure, on dérivait f par rapport à x, là, on va dériver la transformée de Fourier de f par rapport à oméga. Et donc là, ce qu'on a comme propriété, c'est ça. Si f et x fois f sont absolument intégrables sur R, dans ce cas-là, la transformée de Fourier de x fois f, c'est égal à moins i de la dérivée par rapport à oméga de la transformée de Fourier de f. Donc vous voyez, il y a quelque chose de tout à fait similaire à ce qu'on avait tout à l'heure sur la dérivée, sur la transformée de Fourier de f'. On multipliait la transformée de Fourier par i oméga, et là, si on dérive notre transformée de Fourier, si on balance le terme i de moins i de l'autre côté d'ailleurs, ça fait ixf en fait. D'accord. Donc on a quelque chose de strictement similaire, symétrique même. Et de la même façon, si f et jusqu'à x puissance nf sont absolument intégrables, dans ce cas-là, la transformée de Fourier de x puissance nf est égale à moins i puissance n, dérivée nème par rapport à oméga de la transformée de Fourier de f. Ok. On s'en servira un peu moins de ce genre de propriété, mais j'essaie d'avoir un petit peu la saveur quand même de la transformation de Fourier. Si f est lisse par morceau, sur tout intervalle fini a et b, et que est absolument intégrable, alors dans ce cas-là, la transformée de Fourier de f est uniformément continue sur R. Sous-entendu, si ces propriétés-là ne sont pas vérifiées, sa transformée de Fourier ne sera pas uniformément continue. Pas forcément en tout cas, je ne sais pas s'il y a des exceptions dans l'autre sens, mais disons ce qu'on peut dire, c'est que si la transformée de Fourier n'est pas uniformément continue, c'est qu'on n'a pas ces propriétés-là. Ok, pour être rigoureux. Ensuite, ce qu'on a, c'est juste pour le mentionner en passant, mais ça vous pouvez facilement le vérifier. Si vous prenez la valeur de la transformée de Fourier en 0, vous obtenez 1 sur 2pi, intégrale de moins l'infini à l'infini, de f de x dx. Donc c'est une valeur moyenne en fait. La valeur de la transformée de Fourier en 0, c'est la valeur moyenne de la fonction. Coefficient 1 sur 2pi près, enfin sur votre définition de la transformée de Fourier. Et finalement, je crois que c'est la dernière propriété qu'on voit, la transformée de Fourier de la transformée de Fourier de f de x,
Donc on est passé du monde de Fourier dans le monde de, pardon, du monde des x dans le monde de Fourier, et on a repris la transformée de Fourier, ce qui en un certain sens nous a fait revenir dans le monde des x. Bah, ça donne pas f de x, parce que c'est pas la transformée de Fourier inverse, mais ça donne f de moins x. Ça se démontre assez facilement, ça n'a vraiment pas de difficulté particulière. Le fait que ce soit f de moins x vient du fait que dans la transformée de Fourier inverse, il faut le signe opposé au signe de la transformée de Fourier. Donc si vous faites deux fois la transformée de Fourier, vous revenez bien dans le monde des x, mais avec un signe moins qui se promène en plus, si je puis dire. Ok. On va démontrer deux des théorèmes qu'on a vus jusque-là, parce que c'est les plus importants en fait. Hein, le premier sur la translation, on va voir que ce pas des théorèmes qui sont compliqués à démontrer. Donc on prend la transformée de Fourier de f de x moins a. Donc c'est égal à 1 sur 2pi, intégrale de moins l'infini à l'infini de f de x moins a exponentielle i oméga x dx. D'accord. Et on va faire un changement de variable. On va poser t égale x moins a. Donc f de x moins a va devenir f de t. Dx est égal à dt, d'accord. Et x est égal à t plus a, du coup. Ok. Donc ça c'est bien. Maintenant on voit que cette exponentielle, on peut le couper en deux, en exponentielle i oméga t fois exponentielle i oméga a. Exponentielle i oméga c'est une constante par rapport à dt, donc on peut le sortir. Et ce qu'on obtient, c'est exponentielle i oméga fois 1 sur 2pi intégrale de moins l'infini à l'infini de f de t exponentielle i oméga t dt, qui est la transformée de Fourier de f. Voilà, c'est tout. Donc on voit, hein, c'est juste un changement de variable pour réussir à montrer que le shift ici correspond dans le monde des oméga à une multiplication par exponentielle i oméga, la valeur du shift. La transformée de Fourier de la dérivée, donc ça c'est vraiment notre outil de base, donc on va quand même se donner le droit de la démontrer, surtout que c'est pas compliqué. La transformée de Fourier de la dérivée, c'est 1 sur 2pi, intégrale de moins l'infini à l'infini de f' exponentielle i oméga x dx. Et maintenant on va faire une intégration par partie en fait. Donc on va primitiver f' et on va dériver exponentielle i oméga x. Donc pour ce terme-là, on primitive f', c'est toujours multiplié par exponentielle i oméga x entre moins l'infini et l'infini, moins l'intégrale de moins l'infini à l'infini de f, puisqu'on a primitivé f', et la dérivée d'exponentielle i oméga, c'est i oméga fois exponentielle i oméga x dx. Ok. Ici, ce qu'on a, on se rappelle hein, que f de x doit tendre vers 0 en plus et moins l'infini, donc ce terme-là s'annule, et tout ce qui nous reste, c'est ce terme-là ici. D'accord. Donc maintenant, donc je l'ai dit, du coup tout ce qu'on a, c'est f de f' est égal à moins i oméga, intégrale de moins l'infini à l'infini de f de x exponentielle i oméga x. J'ai oublié le 1 sur 2pi, qui n'aurait pas dû disparaître. Et donc on a bien ici la transformée de Fourier de f qui est revenue, mais multipliée par moins i oméga simplement. Donc on a bien moins i oméga, transformée de Fourier de petit f. Et voilà. Donc on voit, hein, juste par intégration par partie, on te montre cette propriété-là. Il n'y a pas de difficulté particulière. Prenons maintenant un peu un exemple, on va en prendre qu'un seul, qu'on va traiter un peu dans tous les sens. Donc on va venir sur des choses qu'on a déjà vues avant, mais on va le retraiter et voir comment les différents théorèmes peuvent nous compliquer la vie ou nous la simplifier plutôt en général. Donc f de x, on la prend égale à 1 moins x sur 2, pour valeur absolue de x inférieure à 2, donc c'est notre fonction triangulaire, hein, avec une pente 1,5 à partir de moins 2 jusqu'à de moins 2, 0 jusqu'à 0,1, après qui redescend de 1,5, avec une pente de 1,5, et qui vaut 0 en dehors de moins de 2. Et on a vu hein, que la transformée de Fourier de cette fonction-là est égale à sinus carré oméga sur pi oméga 2. On l'a déjà calculé. Et maintenant, on a f' de x, donc la dérivée de cette fonction-là. On va la prendre, alors, tout simplement, hein, comme étant la dérivée de, pour la partie x inférieure à 2, on se rappelle que, inférieure à 0, pardon, et supérieure à moins 2, on se rappelle que c'est une droite qui monte avec une pente de 1,5, donc sa dérivée, c'est 1,5. Et après, elle descend avec une pente de moins 1,5 entre 0 et 2, donc c'est moins 1,5 la valeur de f', et c'est 0 pour valeur absolue de x supérieure ou égale à 2, donc partout ailleurs. Ok. Maintenant, le but du jeu, c'est de calculer la transformée de Fourier de f'. On va faire de trois façons différentes. Pour commencer, le calcul direct. Hein. On va se farcir tout le calcul pour vérifier que les deux autres marchent bien, et illustrer l'avantage des autres techniques. Enfin, en tout cas, d'une d'entre elles. Donc, f de f', ça s'écrit 1 sur 2pi, intégrale de moins l'infini à l'infini de f' exponentielle i oméga x. Maintenant, on va intégrer qu'entre moins 2 et 2. Hein. Et ce qui nous intéresse, c'est de moins 2 à 0, c'est 1,5 fois le exponentielle i oméga x, donc ça fait exponentielle i oméga x sur 2. Et de 0 à 2, c'est moins 1,5, donc c'est moins exponentielle i oméga x sur 2. Ok, donc on voit qu'on a les mêmes fonctions, il y a juste le signe moins qui va sortir. Hein. Il n'y a pas tellement de surprise. La primitive de exponentielle i oméga x, c'est exponentielle i oméga x sur i oméga, ce qu'on trouve de chaque côté, pris entre moins 2 et 0 ici, entre 0 et 2 ici. Et j'ai fait sortir le 1 sur 2 qui est là, d'où le 1 sur 4pi qui est ici. Ok.
après si on réfléchit juste 30 secondes, hein, en 0 ici ça va nous faire du 1 sur i oméga. Là en 0 ça va faire du 1 sur i oméga. Mais comme il est en bas, ça va faire du moins 1 sur i oméga, avec le moins devant, ça va faire du moins, donc de plus, donc ça va faire du 2 sur i oméga cette affaire-là. Et ici en 2, on va avoir du exponentiel moins 2i oméga, moins exponentiel 2i oméga. Donc on va se retrouver avec du sinus en fait. Non, c'est du moins et du moins, pardon. Donc on va se retrouver avec du cosinus. Donc on a du 1 sur 4pi, 2 sur i oméga, moins exponentiel 2i oméga, qui vient de là. Le moins... Oui, c'est ça, ça fait moins exponentiel 2i oméga, c'est bien celui-là. Et là, moins exponentiel moins 2i oméga, c'est bien celui-là, il vient de là, donc il y a un moins devant. Ok, j'espère que vous avez suivi, il n'y a pas d'arnaque, hein. Sinon prenez le temps de le poser vous-même, juste pour vous apercevoir que je ne vous ai pas arnaqué. Ok, maintenant on peut mettre, d'abord on peut faire cette opération-là, hein. Ici ça fait cosinus 2i oméga plus cosinus 2i oméga, ça fait 2 cosinus 2i oméga, et pour la partie en sinus, ça fait sinus... c'est cosinus 2 oméga plus cosinus 2 oméga, parce que c'est une fonction paire, on peut en penser sinon moins, plus i sinus 2 oméga, moins, puisque là c'est une fonction paire, on peut sortir le moins, moins i sinus 2 oméga, et donc là les sinus s'en vont, il ne reste plus que le cosinus en fait, 2 oméga. Voilà, et comme il y avait un 2 ici, et qu'il y avait un 2 cosinus 2 oméga, j'ai cru bon de factoriser et de simplifier, d'accord, simplifier le 2 qui est en haut, avec le 4 qui est là, donc il reste un 2 qu'on fait rentrer dans la parenthèse, et on se retrouve à nouveau avec la linéarisation du sinus qu'on avait déjà vu tout à l'heure, hein. 1 moins cos de oméga sur 2, c'est sinus carré de oméga. Donc au total, ce qu'on a, c'est sinus carré de oméga, qui nous absorbe tout ce terme-là, sur i oméga, et le pi qui vient du coefficient de devant. Voilà, si on n'aime pas avoir un i au dénominateur, ce qui n'est pas une mauvaise idée, on peut multiplier par i. Donc ça fait i fois i en bas qui fait moins 1, et i en haut qui s'en va pas, donc ça fait i sinus carré oméga sur pi oméga. Ok. Voilà qui est beau et bon. Maintenant, donc toutes ces petites étapes là, maintenant on va calculer la même chose en utilisant la propriété qu'on a vue pour la dérivée de la fonction f. Donc f de f', on a vu que c'était égal à moins i oméga f de f. Ok, alors f de f, on connaît, c'est sinus carré oméga sur pi oméga carré, que donc on va multiplier par moins i oméga. Donc là les oméga vont se simplifier, et ça y est, on a fini, ça fait moins i sinus carré oméga sur pi oméga. Et on a trouvé exactement la même chose, et ça nous a pris à peu près 20 secondes, enfin j'exagère même pas. Donc on voit hein, que quand on connaît certaines transformées de Fourier, si on sait faire des liens de type dérivation, on a immédiatement le résultat. Autre approche qu'on peut utiliser ici, c'est la troisième approche qu'on va envisager, c'est de remarquer que notre fonction dérivée ici, elle est en fait la somme de deux fonctions rectes 1,5 telles qu'on les a définies tout à l'heure, mais une qui est centrée sur moins 1, celle-là elle est centrée sur moins 1, hein, et elle vaut recte 1,5 entre moins 2 et 0, donc centrée sur moins 1. Celle-là elle vaut moins recte 1,5 et elle est centrée sur 1, donc entre 0 et 2. Du coup au total f' est égal en fait à recte 1,5 x plus 1, ça c'est bien centré sur moins 1, c'est-à-dire qu'on a bien un argument qui vaut 0 pour x égale moins 1, moins recte 1,5 de x moins 1, ça c'est bien centré sur 1, puisque on a, pour x égale à 1, on trouve 0. Okay. Donc tout ça c'est bien, et maintenant on peut appliquer la transformation de Fourier à tout ce petit monde, ça fait f de f' égale f de règle de 1,5 de x plus 1, moins règle de 1,5 de x moins 1. Okay. Par linéarité, on peut couper sur le signe moins, ça fait f de règle de 1,5 de x plus 1, moins transformé de Fourier de règle de 1,5 de x moins 1. Et maintenant, on a une magnifique translation là et là. Donc on sait qu'on a le droit d'enlever le x plus 1, x moins 1 et de garder juste la fonction règle de 1,5 entre parenthèses de x ici, qui manque, avec exponentielle moins i oméga, parce que là c'est plus 1, et ici exponentielle i oméga, parce que là c'est moins 1. Là, on a transformé de Fourier de f de règle de 1,5, on l'a calculé tout à l'heure, elle vaut sinus oméga sur 2pi oméga. Okay. Maintenant on peut factoriser par sinus oméga sur 2pi oméga. Ça nous donne sinus oméga sur 2pi oméga facteur de exponentielle moins i oméga moins exponentielle i oméga. Maintenant si on fait nos comptes, ça fait faire du cos oméga moins cos oméga qui va faire 0, et du moins sinus oméga, enfin moins i sinus oméga, pardon, moins i sinus oméga, donc moins 2i sinus oméga, pour cette parenthèse-là. Okay, puis quand on met ça sur le dénominateur qui est là, tout s'en va, les deux se simplifient, le i monte en haut, le moins vient bien là où il faut, et on a bien
moins i sinus carré oméga sur pi oméga, comme on avait eu par les deux autres méthodes de calcul de la transformation de Fourier de notre fonction. Voilà. Alors là, c'est des cas un peu d'école, gentils. Quand on commence à manipuler des fonctions un peu plus tordues, on va devenir, forcément, dans la vraie vie, de plus en plus expert à combiner ces choses-là pour le faire de plus en plus. On jouera un petit peu plus à ça avec la transformation de Laplace, quand on la verra. Parce qu'on a exactement les mêmes logiques. Mais bon, c'est bien, ça nous prépare un peu, et puis on voit que pour la transformation de Fourier, on peut avoir intérêt à reconnaître que des fonctions sont shiftées ou des choses comme ça, si on connaît les transformées de Fourier de ceux dont elles sont shiftées. Ok, très bien. Maintenant, on va en venir à une autre façon d'écrire la transformée de Fourier. C'est ce qu'on appelle les transformées de Fourier, soit en cosinus, soit en sinus. Donc ça, c'est des formes de transformées de Fourier qui sont utilisées surtout pour la résolution d'équations de dérivées partielles. On va voir pourquoi assez rapidement. Mais que vous verrez moins fréquemment, en tout cas, je pense, dans des cours qui feraient de la diffraction ou du traitement du signal. Je pense que c'est un peu moins typique. Bref, on s'en moque, avançons. Donc on considère f qui est défini sur 0 l'infini, d'accord, et on sait que dans ce cas-là, on l'avait vu pour les séries de Fourier, on peut faire une extension, soit paire, soit impaire, de la fonction. Donc on va noter f paire et f impaire, l'extension paire ou impaire de cette fonction f définie sur 0 l'infini. On se rappelle, pour la série de Fourier, on avait une fonction qui était définie de 0 à L, une valeur limitée. Là, quand on fait de la transformation de Fourier, on travaille sur des valeurs infinies du domaine. Du coup, f pouvant être étendue de deux façons, elle peut avoir deux transformées de Fourier. Une transformée de Fourier impaire, qui va être la transformée de Fourier de son extension impaire, comme on va le voir, et qui du coup va s'écrire i sur pi intégrale de 0 à l'infini de f de x sinus oméga x dx, ou une transformée de Fourier paire, qui va s'écrire 1 sur pi intégrale de 0 à l'infini de f de x cos oméga x dx. Okay, donc voyons ça un peu plus en détail. Donc la transformée de Fourier impaire de f, c'est la transformée de Fourier de l'extension impaire de f, donc de f impaire de x. Donc c'est 1 sur 2pi, intégrale de moins l'infini à l'infini, de f impaire de x, exponentielle i oméga x dx. Donc on développe le exponentiel i oméga x, qui devient du coup cos oméga x plus i sinus oméga x, il manque le i ici, désolé. Et on sait que une fonction impaire fois une fonction paire, ça fait une fonction impaire, et donc son intégrale est nulle entre moins l'infini et l'infini. En revanche, une fonction impaire fois une fonction impaire, ça fait une fonction paire, donc ce terme-là, lui, ne sera pas nul. Donc on garde que ce terme-là. Et le i qui manquait ici est réapparu, youpi, et on obtient i sur 2pi, intégrale de moins l'infini à l'infini, de f impair sinus oméga x dx. Mais comme ça c'est une fonction paire, on peut intégrer non pas de moins l'infini à l'infini, mais de 0 à l'infini en multipliant par 2, et les deux vont se simplifier. Donc le 2 en haut et le 2 en bas se simplifient, on obtient i sur pi, intégrale de 0 à l'infini, de f de x sinus oméga x dx. Et là il n'est plus question qu'elle soit impaire, puisque maintenant on est revenu sur le domaine de définition de notre fonction de départ, donc on n'a plus besoin de préciser que c'est son extension impaire. Donc c'est bien la transformée de Fourier impaire de la fonction f de x. Maintenant, comment est-ce qu'on fait la transformée de Fourier inverse? Donc pour ça, on va dire que la fonction f impaire de x est égale, si toutes les conditions sont réunies, à la transformée de Fourier inverse de la transformée de Fourier impaire oméga, de oméga quoi. Et donc on écrit la définition de la transformation de Fourier inverse, c'est l'intégrale de moins l'infini à l'infini de f de la transformée de Fourier, enfin de f impair chapeau oméga, fois exponentielle moins i oméga x dx. Okay. On développe à nouveau l'exponentielle, et à nouveau on se rappelle que la parité est conservée par la transformation de Fourier, donc ça c'est une fonction impaire, qui fois une fonction paire va nous faire une intégrale de moins l'infini à l'infini qui va valoir 0. En revanche, sinus c'est une fonction impaire, donc on va garder que ce terme-là. D'accord, on peut sortir le moins i du coup. Intégrale de moins l'infini à l'infini. Le produit des deux, là, a le bon goût d'être une fonction paire, donc on peut couper l'intervalle d'intégration de 0 à l'infini en multipliant par 2. Donc ça fait moins 2i, intégrale de 0 à l'infini, de la transformée de Fourier impaire de oméga, sinus oméga x d oméga. Ok. Mais on se rappelle qu'on avait donné une définition de f impair de x qui, sur 0 à l'infini, est simplement égal à f de x. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f de x va se retrouver égal à moins 2i, intégrale de 0 à l'infini, de la transformée de Fourier de la impaire oméga, sinus oméga x d oméga.
Pardon, j'ai du mal à savoir comment prononcer ça. Je fais du mieux que je peux, j'espère que je ne vous perds pas avec mon blabla. Les équations écrites sont parfois plus claires. Ok, et donc maintenant on va substituer la définition qu'on avait de la transformée de Fourier impair, qui était I sur pi, intégrale de 0 à l'infini de f de zeta, sinus oméga zeta d zeta, d'accord, j'ai pas voulu garder le x qui est là pour pas confondre les variables, sinus oméga x d oméga. Donc ça moralement c'est un x en fait, hein, le zeta qui est là. Ok, très bien, maintenant on peut aller rentrer le moins 2i à l'intérieur. Donc i fois i va faire moins, donc du coup le moins 2 va devenir plus 2, donc ça fait intégrale de 0 à l'infini de 2 sur pi, intégrale de 0 à l'infini de f de zeta, sinus oméga zeta d zeta, le tout fois sinus oméga x d oméga. Et donc, on voit ici, avec tout ce qu'on a écrit, hein, que la transformée de Fourier en sinus, donc s de f de x, c'est 2 sur pi intégrale de 0 à l'infini de f de x sinus oméga x dx, et sa transformée de Fourier inverse, c'est intégrale de 0 à l'infini de... pour une transformée g de oméga, donc intégrale de 0 à l'infini de g de oméga sinus oméga x d oméga. Donc ces deux opérations inversent l'une de l'autre. Et la transformée de Fourier en cosinus et son inverse, c'est exactement de la même façon, donc je ne vais pas le redérouler ici. La transformée de Fourier en cosinus de f, c'est 2 sur pi intégrale de 0 à l'infini de f de x cos oméga x dx. Et la transformée de Fourier en cosinus inverse de g, c'est intégrale de 0 à l'infini de la transformée de Fourier de g, donc g de oméga, cos oméga x d oméga. Voilà. Ok. Bon, donc ça c'est symétrique, hein, on va pas s'arrêter plus là-dessus. On va voir un peu les propriétés, on va en démontrer une, je crois, de mémoire. Mais on va retrouver des choses qu'on a déjà vues en fait. Hein. La transformée de Fourier en sinus de f', c'est moins oméga la transformée de Fourier en cosinus de f. Et la transformée de Fourier en sinus de f seconde, ça va être, 2 oméga sur pi, f de 0. Donc là on se retrouve avec un terme constant. Parce qu'on n'intégrait pas à moins l'infini, mais à partir de 0, c'est ça qui fait qu'on se retrouve avec un terme de 0 en 0 ici. Quand on a des bornes de moins l'infini à l'infini, ces termes constants sautent, hein, si vous vous rappelez tout à l'heure, quand on l'a fait pour la transformée de Fourier générale. Donc, bref, 2 oméga sur pi f de 0, moins oméga carré s de f, donc la transformée de Fourier en sinus de f. Okay. Pour la transformée de Fourier en cosinus, c'est des choses un peu analogues, la différence étant que la transformée de Fourier en cosinus de f' vous donne directement un terme f de 0, moins 2 sur pi f de 0, plus oméga fois la transformée de Fourier en sinus, et la transformée de Fourier en cosinus de f seconde vous donne un terme en moins 2 sur pi f' de 0 moins oméga carré transformé en cosinus de f. Ok, ouf, c'était un peu long. Et donc ce qu'on voit ici, ce qu'on va voir après, c'est que ça va pas du tout être anodin par rapport à nos conditions limites ou nos conditions initiales, suivant ce sur quoi on fait porter la transformation. C'est plutôt sur les variables d'espace, donc c'est plutôt sur les conditions limites que ça va porter, hein, ce genre de choses. Quand on fait une transformée en temps, généralement c'est la transformation de la place plutôt. Bref, on y viendra plus tard. Alors, exemple de démonstration, on va prendre la transformée de Fourier en sinus de la dérivée, on va faire juste celle-là, ça va bien suffire, est donc égale à 2 sur pi intégrale de 0 à l'infini de f' de x sinus oméga x dx, et puis comme tout à l'heure, on fait intégration par partie, donc en primitive f', ça donne f, la sinus fois sinus oméga x, pris entre 0 et l'infini, moins 2 sur pi, intégrale de 0 à l'infini de, donc la primitive de f' c'est f, et la dérivée de sinus oméga x, c'est oméga cos oméga x dx. D'accord. Maintenant, si on traite ce terme-là en l'infini, f de x doit tendre vers 0, donc ça disparaît. En revanche, en 0, f de x n'est pas du tout garanti tendant vers 0. Donc on se retrouve avec f de 0, mais multiplié par sinus de 0 qui fait 0, donc pouf pouf, on n'a plus rien. D'accord. Donc effectivement, dans le s de f' ici, il n'y a pas de terme constant. Et en revanche, enfin pas en revanche, mais si on regarde ce terme-là maintenant, ici, moins 2 sur pi, là, on voit que c'est la transformée de Fourier en cosinus multipliée par oméga. Donc on obtient bien, et puis avec le signe moins 2. Donc ça fait moins oméga transformée de Fourier en cosinus de f, comme on a ici. Voilà, bon, ça j'ai déjà dit, donc je ne répète pas. Ok, maintenant, réfléchissons donc 2 secondes, j'ai un peu cassé le suspense, mais si on utilise une transformée de Fourier en sinus, pour résoudre une équation en dérivée partielle, on a besoin de connaître f de 0. D'accord. Donc typiquement, si c'est une fonction u de x et de t qu'on est en train de travailler, ça veut dire qu'il faut qu'on connaisse u de 0 et de t. Donc ce sera à utiliser la transformée de Fourier en sinus pour des conditions de Dirichlet, en x égale 0. En revanche, la transformée de Fourier en cosinus, pour résoudre une EDP, suppose de connaître f' de 0.
Et donc, il faudra connaître la dérivée partielle par rapport à x de u en 0. Et donc ça, c'est des conditions de type Neumann, d'accord, en x égale à 0. Donc c'est dans ces conditions-là qu'on va faire appel à la transformée de Fourier soit en sinus, soit en cosinus. Et donc on a besoin d'avoir un peu ces outils-là sous la main, parce que ce sera les bons outils dans ces situations-là. Okay. Maintenant, on va attaquer une nouvelle partie qui porte sur le produit de convolution. Le produit de convolution, il va devenir nécessaire parce que quand on résout une équation à dérivée partielle, on va voir qu'on aura besoin de déterminer la transformée de Fourier inverse d'un produit de deux transformées de Fourier, mettons f de oméga fois g de oméga. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on détermine ça. Donc pour ça on va avoir besoin du produit de convolution. Donc définissons-le d'abord. On le note par une étoile en règle générale. Donc f étoile g de x, donc c'est le produit de convolution de f par g, c'est égal à intégrale de moins l'infini à l'infini de f de x moins t fois g de t dt. Ok, bon, on va voir pourquoi c'est aussi un peu intéressant. On va d'abord lister quelques propriétés propres entre guillemets du produit de convolution. D'abord, f étoile g est égal à g étoile f. On va le démontrer parce que c'est pas tout à fait évident. On n'a pas l'impression que f et g jouent le même rôle. Donc on va le démontrer gentiment. Ensuite, a multipliant f convolu avec g est égal à a fois f convolu avec g est égal à f convolu avec a fois g, où a est une constante. Ensuite, le produit de convolution de f et g convolu avec h, c'est la même chose que f convolu avec le produit de convolution de g et h. Ok, alors ça, et ça on va pas le démontrer particulièrement, et ça non plus d'ailleurs. F convolu avec g plus h, c'est f convolu avec g plus f convolu avec h. Bon là, ça c'est de la linéarité de l'intégration, ça pose vraiment aucun problème. Ces deux-là, celle-là est un peu plus taquine à sortir, et celle-là n'est pas non plus particulièrement difficile en revanche. Bref, celle que je voudrais démontrer, c'est celle-là. Donc, on va convoluer g avec f, d'accord? Donc, on fait g convolué avec f. Donc là, on avait f de x moins t, là, on prend g de x moins t. Ok, intégrale de moins l'infini à l'infini de g de x moins t f de t dt. Et comment est-ce qu'on va retrouver cette relation-là? En fait, c'est juste un changement de variable. On va prendre s égale à x moins t. Donc, si on prend s égale à x moins t par rapport à dt, c'est-à-dire que ds va être égal à moins dt, d'accord? On va avoir un moins qui va apparaître devant. Si on regarde dos bornes, en moins l'infini ici, quand on a t qui tend vers moins l'infini, s va tendre vers moins moins, donc plus l'infini. Et en plus l'infini, s va tendre vers, quand t tend vers plus l'infini, pardon, s va tendre vers moins l'infini. Donc on voit qu'on va avoir des bornes qui vont être moins, intégrale de l'infini à moins l'infini, ça nous inverse nos bornes. G de x moins t, ça devient g de s. T c'est égal à x moins s, donc ça fait f de x moins s ds. Okay. Et maintenant, on n'a plus qu'à retrouver nos bornes du début, avec le signe moins ici, on le fait disparaître en inversant les deux bornes, on obtient ça, intégrale de moins l'infini à l'infini de f de x moins s, g de s ds, et ça c'est strictement cette intégrale-là, on a juste changé le nom des variables, mais ça ne pose pas de problème. Donc on a bien identité des deux, g étoile f et f étoile g, par un simple changement de variable, ça se démontre sans aucun problème. Voilà. Bon, prenons un exemple un peu marrant. On va voir pourquoi. Et un peu spécifique, mais bon, pour les exemples marrants, c'est souvent le cas. Donc on va considérer que f est une fonction paire sur R, et on va la convoluer avec g de x, qui sera égal à sinus ax. Okay. Donc f convolué avec g est égal à l'intégrale de moins l'infini à l'infini de f de t sinus de a facteur de x moins t dt. Ok. Sinus, alors de a plus b, c'est sinus de a moins b, pardon, c'est sin a cos b moins sin b cos a, donc on applique cette relation trigonométrique élémentaire, quoi. Ça nous fait donc intégrale de moins l'infini à l'infini de f de t multiplié par sinus ax cosinus at moins cosinus ax sinus at dt. Okay. Et maintenant, on voit que les termes en x, on peut les sortir. Donc la première partie ici, on sort le sinus ax, ça fait intégrale de moins l'infini à l'infini de f de t cos at dt, d'accord, moins cos ax, intégrale de moins l'infini à l'infini de f de t sinus at dt. F de t, on a dit que c'est une fonction paire, ici c'est une fonction paire fois une fonction impaire, donc ça c'est une fonction impaire, donc ce terme-là est nul. Tout ce qui nous reste finalement, c'est ce terme-là. D'accord. Il ne reste que sinus ax, intégrale de moins l'infini à l'infini de f de t cosinus at dt. Ok, très bien. Et donc maintenant, on peut tricher. Et la tricherie consiste à reprendre ce terme-là qui fait 0, mais à remplacer son facteur devant par i sinus ax. D'accord. Donc là, j'ai bien 0 ici, hein. J'ai pas truandé, enfin j'ai un peu truandé, mais légalement. Donc là, ça c'est le terme en cos que j'ai gardé, plus i sinus ax fois 0. Et maintenant, on va factoriser, gentiment.
les choses par sinus AX, et on va regrouper dans la même intégrale les termes qu'on a là. Ça fait sinus AX facteur de intégrale de moins l'infini à l'infini de f de t, facteur de cos at plus i sinus at. Mais ça, c'est exponentielle i at. Et donc on obtient sinus AX intégrale de moins l'infini à l'infini de f de t exponentielle i at dt. Et ça, c'est la transformée de Fourier de f en a, en oméga égale à a, où a était le terme qui était dans le sinus ici. D'accord. Alors j'ai un tout petit peu anticipé sur le résultat. Oui, ce que j'ai dit est vrai au facteur 2pi près. Donc il nous faut, pour avoir la transformée de Fourier ici, il faut faire 1 fois 1 sur 2pi, et là 2pi pour que ça fasse bien 1 au total, tout ça. Et ça maintenant c'est bien la transformée de Fourier, pardon, j'ai un peu anticipé une étape. Donc on a 2pi sinus AX fois la transformée de Fourier de f en a. Voilà. Donc ça c'est rigolo, hein. F étoile g, si f est pair et g de x est égal à sinus AX, ça vous donne ça. Voilà. Je ne sais pas si on va beaucoup s'en servir, ou si c'est anecdotique, mais en tout cas c'est marrant. Pardon d'avoir ce genre d'humour. Donc si f et g satisfont les conditions du théorème de Dirichlet, et c'est ça la propriété essentielle, ce qu'on va montrer, c'est que la transformée de Fourier, alors vu nos définitions de 1 sur 2pi de f convolue avec g, est égale au produit des transformées de Fourier. Et c'est ça qui va du coup permettre de passer du monde des transformées de Fourier multipliées entre elles au monde des x. Il faudra prendre un produit de convolution pour y arriver. Parce que ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est de remonter dans le monde des x, et donc de faire, si f et g sont continus, de faire la transformée de Fourier inverse, donc 2pi fois la transformée de Fourier inverse de f fois g, enfin f chapeau fois g chapeau, qui permet de revenir dans le monde des x. Donc allons-y, on va démontrer ça. Hein. Donc la transformée de Fourier de f convolue avec g, c'est 1 sur 2pi, intégrale de moins l'infini à l'infini, de f convolue avec g, de x, exponentielle i oméga x dx. Okay. On a écrit la définition du produit de convolution maintenant, donc c'est 1 sur 2pi, intégrale de moins l'infini à l'infini, de intégrale de moins l'infini à l'infini de f de x moins t, g de t dt, exponentielle i oméga x dx. Okay. Donc là, petite entourloupe, on va, sans se poser trop de questions, permuter les bornes d'intégration, comme si on pouvait le faire, donc on s'assure que les fonctions ont les propriétés qui vont bien pour pouvoir le faire. Du coup, l'intégrale intérieure devient une intégrale par rapport à dx, et donc le terme g de t peut sortir d'intégrale intérieure, et il est bien intégré toujours par rapport à dt. Ok. Et on a f de x moins t exponentielle i oméga x. Et maintenant on fait un petit changement de variable sympathique, qui est u égale x moins t, donc ça nous fait du égale dx, d'accord. Et ça nous donne du coup intégrale de moins l'infini à l'infini de g de t, intégrale de moins l'infini à l'infini de f de u, et x est égal à, u plus t, donc exponentielle i oméga u plus t du dt. Et là à nouveau, on voit tout de suite ce qui va se passer, hein. Maintenant le exponentielle i oméga u fois exponentielle i oméga t, ça, le exponentielle i oméga t, ça dépend pas ici, donc on le sort, et on va pouvoir regrouper le dt avec, et ça nous fera la transformée de Fourier de g fois la transformée de Fourier de f, un facteur décoratif près. Donc c'est ce que j'ai dit, hein. Du coup on explose l'exponentielle en produit de deux exponentielles, on ramène le dt avec, Fubini nous permet de faire ça sans nous poser de questions, puisqu'on a le produit de deux fonctions qui dépendent l'une que de u, l'autre que de t, on a une double intégrale, Fubini machin, tout marche. Et donc on a 1 sur 2pi, donc ça c'est la transformée de Fourier de g, ça c'est la transformée de Fourier de f au facteur 1 sur 2pi près, donc on fait fois 2pi sur 2pi, le 1 sur 2pi fois ça fera la transformée de Fourier de f, et donc il restera un 2pi qui va multiplier le produit des transformées de Fourier, ici. Donc ça fait 2pi fois transformée de Fourier de f fois g. D'accord. Voilà, et si vous le faites passer de l'autre côté, ça on a le droit de le faire, hein. Dans un produit de convolution, il devient 1 sur 2pi quand vous le rentrez là-dedans. Et donc on a bien démontré ça. Ok. Prenons un exemple où on va utiliser le produit de convolution pour voir un peu comment l'outil fonctionne concrètement, dans des cas plus ou moins sympathiques, mais qui permettent un peu de sentir les choses, hein. Et en conjonction avec la transformation de Fourier, on va considérer une fonction rectangle qui vaut 1 pour x compris entre moins 1 et 1 en fait, 1,5 pour x égale à 1 ou moins 1, et qui vaut 0 en dehors de moins 1 et 1. On va ensuite définir h de x comme étant la convolution de f avec f étoile f, donc, d'accord. Du coup, ça devient par définition intégrale de moins l'infini à l'infini de f de x moins t, f de t dt. Alors c'est rapidement un peu casse-pied à faire par les bornes, ce genre d'opération.
Si vous vous ennuyez, essayez de le faire, c'est un exercice sympa. Il faut en faire. Bon, voilà. J'ai pas prévu de discuter en direct ça. Ça vaudra le coup, je ferai peut-être une petite vidéo sur la convolution spécifiquement pour voir un peu comment ça marche et un peu plus clairement le sens que peut avoir le produit de convolution. Là, je l'utilise vraiment comme ça permet de passer du produit de transformé de Fourier à la convolution dans l'espace réel, enfin, ce genre de choses. Après, ça a un sens précis et très utile dans plein d'autres situations, le produit de convolution. Donc là, on l'utilise, c'est avec le sens du pauvre, hein, qui est juste un outil bête et méchant. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est trouver la transformée de Fourier de h, okay, ce qui va être facile puisque c'est f étoile f et qu'on connaît la transformée de Fourier de f, puis identifier h en prenant la transformée de Fourier inverse. Le programme, c'est ça. Donc, f de oméga, il faut d'abord qu'on le calcule. Donc c'est 1 sur 2pi, intégrale de moins l'infini à l'infini de f de x exponentielle i oméga x dx. C'est la fonction rectangulaire qu'on a déjà vu passer, donc je vais aller un petit peu plus vite. On sait qu'on intègre que de moins 1 à 1. Alors c'est pas les mêmes valeurs, mais ça va revenir vraiment au même. On intègre de moins 1 à 1. Notre exponentielle i oméga x, on l'explose en cos oméga x plus i sinus oméga x. Donc de moins 1 à 1, ça va faire 0 parce que sinus est une fonction impaire. Il va nous rester que le terme en cosinus oméga x, dont la primitive est sinus oméga x sur oméga. D'accord. Sinus oméga en 0, ça fera 0. En 1, sinus oméga x, ça fera sinus oméga. Donc tout ce qu'on a, c'est sinus oméga sur pi oméga. Donc ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure, ça tombe bien. Comme par ailleurs, h de x est égal à f convolué avec f, la transformée de Fourier de h est égale à 2pi de la transformée de Fourier de f fois la transformée de Fourier de f, directement. Donc ça fait 2pi fois sinus carré oméga sur pi 2 oméga 2. Les pi se simplifient, donc il ne reste plus que 2 sinus carré oméga sur pi oméga carré. Okay. Donc h de x, pour l'avoir, on peut prendre la transformée de Fourier inverse de 2 sinus carré oméga sur pi oméga carré. On peut sortir le 2, comme on l'avait vu tout à l'heure, hein. C'est une opération gentiment linéaire. Donc 2 fois la transformée de Fourier inverse de sinus carré de oméga pi oméga carré. Et ce qu'on a vu un peu plus haut, si vous vous rappelez de ça, c'est que cette chose-là, c'est la transformée de Fourier de la fonction 1 moins valeur absolue de x sur 2, pour x inférieur à 2, en valeur absolue, et 0 pour valeur absolue de x supérieure ou égale à 2. D'accord. On l'a vu tout à l'heure, juste ce terme-là. Et donc la fonction h, c'est 2 fois la fonction g, parce qu'il y a un 2 ici en plus qui apparaît. Donc h de x est égal à 2g de x. D'accord. Et voilà, donc j'insiste pas plus. Bon là en plus, au passage, je sais pas si c'est très pertinent, parce qu'on l'a vu au tout début, quand on a fait les intégrales de Fourier, qu'on peut se retrouver avec, en plus de ça, des propriétés sympathiques qui nous permettent de démontrer des intégrales, la valeur de certaines intégrales de façon simple. Donc la transformée de Fourier inverse de sinus carré oméga pi oméga 2, elle s'écrit comment? Elle s'écrit intégrale de moins l'infini à l'infini de sinus carré oméga sur pi oméga 2 exponentielle moins i oméga x dx. Et donc ça va être égal à cette chose-là. Ok. Ouais, est-ce qu'il y a un pi qui se promène? Non, là il est bien, il est là, pi sur 2 pour une fois. Ok, et c'est particulièrement pertinent quand on considère x égale à 0, parce que ce terme-là s'en va. Et ce qu'on montre du coup, c'est que l'intégrale de 0 à l'infini de sinus carré oméga sur oméga carré d oméga, pour x égale donc à 0, c'est-à-dire ici x égale à 0, ça vaut pi sur 2. Ouais, on peut faire varier x comme on veut, mais toute une série d'intégrales dont on a déterminé du coup comme ça la valeur. Ok, bon, j'insiste pas plus là-dessus, mais c'est marrant de le voir en passant, et d'avoir en tête, si un jour vous avez des intégrales un peu bizarres, et que vous n'avez pas refait du Fourier entre-temps, rappelez-vous juste petite propriété, ça peut être utile pour ce genre de situation. On va finir tout notre travail sur la transformée de Fourier de la gaussienne, parce que la gaussienne, la fonction de Gauss va revenir quand on va avoir affaire aux équations en dérivée partielle, donc c'est pour ça qu'on va passer du temps sur cette transformée de Fourier, qui va nous demander 2 premiers calculs d'intégrale avant qu'on puisse déterminer la transformée de Fourier de la gaussienne elle-même. Donc une première intégrale utile, c'est l'intégrale de Gauss en fait, hein. C'est i égale intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins x carré b dx. Okay, donc c'est ça qu'on veut déterminer. Pour déterminer ça, on va utiliser la recette qui est celle qu'on utilise généralement quand on introduit pour la première fois comment on intègre la fonction de Gauss. On va écrire que i au carré, c'est i fois i, d'accord, mais dans un cas je l'écris avec x comme variable et dans l'autre cas avec y comme variable. C'est des variables muettes, j'ai tout à fait moralement le droit de faire ça. Donc intégrale de 0 à l'infini exponentielle moins x carré b dx fois intégrale de 0 à l'infini exponentielle moins y carré b dy. Je fais du Fubini à l'envers, donc ça va me faire une double intégrale de 0 à l'infini
dans les deux cas, donc là il devrait y avoir une double intégrale, pardon, de exponentielle moins x carré plus y carré, d'accord, les deux exponentielles ont été multipliées, donc on peut faire la somme des arguments, fois b dx dy. Et là on va passer en coordonnées polaires. Alors si vous avez plus en tête ces choses-là, je vous laisse les réviser, là j'estime qu'on sait faire le passage des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires. Juste pour mémoire, hein, en coordonnées polaires, x2 plus y2 est égal à r2. Et donc les points dans le plan xy deviennent des points dans le plan définis par r et θ. Donc x2 plus y2 est égal à r2, et θ intervient sous la forme d'un cosinus et d'un sinus, suivant qu'on regarde x ou y. Et donc en coordonnées polaires, ça devient, en termes de θ, l'intégrale de 0 à l'infini devient intégrale de 0 à pi sur 2. Alors j'ai pas fait tous les détails, hein. Il faut voir comment ça s'analyse exactement dans le plan. Je le fais un peu à la va-vite, parce que c'est pas un cours sur l'intégration à proprement parler, même s'il y a beaucoup d'intégrales. Donc je le fais un peu à la va-vite, prenez le temps d'y réfléchir et de voir qu'il n'y a pas d'arnaque, hein. Donc c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2, intégrale de 0 à l'infini, de exponentielle moins r carré b, et le dx dy devient r dr dθ. Et c'est le fait qu'on ait du r et du r carré qui rend la chose beaucoup plus sympathique. Fubini nous dit maintenant que j'ai le produit d'une fonction de r par une fonction de θ, qui est égale à 1, mais why not. Et donc je peux couper mon intégrale en produit de deux intégrales, intégrale de 0 à pi sur 2 dθ, fois intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins r carré b r dr. Intégrale de 0 à pi sur 2 dθ, ça fait pi sur 2, ça c'est fait. Il ne reste plus qu'à intégrer de 0 à l'infini exponentielle moins r carré b r dr. Donc ça on le fait par un changement de variable. On écrit par exemple u égale moins r carré b. Okay. Du coup on a le du qui va bien. Et quand on fait ce changement de variable, on obtient tout calcul fait, hein, pour cette intégrale-là. Là. Je vous laisse le faire de votre côté, c'est pas une. Enfin, je vous donne la substitution, elle n'a vraiment rien de particulier. Ça fait moins 1 sur 2b, exponentielle moins r carré b, pris entre 0 et l'infini. Donc en l'infini, l'exponentielle va faire 0, et en 0, ça va faire 1. Et comme c'est la borne du bas, ça fait moins 1, donc ça fait 1 sur 2b, fois pi sur 2, ça fait pi sur 4b. Donc intégrale au carré, donc c'est i carré, hein, est égal à pi sur 4b, et donc ce qui nous intéresse c'est i, donc on prend la racine carrée de pi sur 4b, et c'est bien la valeur positive parce qu'on intègre une fonction qui est positive, donc son intégrale est positive. C'est pas moins racine qui serait solution de ça. Ok, donc on a fait une première intégration qui est la fonction de Gauss, qui est un grand classique. Autre intégrale utile qui va être un peu plus sportive, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins x carré b cosinus x r dx. Ok, alors là pour le coup on va devoir utiliser une autre technique d'intégration qui est la méthode de Feynman. On ne l'a pas forcément vu en cours, en revanche les vidéos sont disponibles, n'hésitez pas à aller voir dans le cours d'intégration la vidéo sur la technique d'intégration de Feynman, parce que là c'est ça qu'on va utiliser, et c'est une très belle technique d'intégration, très puissante pour ce genre de situation. Donc pour ça, quand on utilise la méthode de Feynman, ça veut dire qu'on va aller dériver ce signe intégral, et on va voir ça tout de suite. Donc on va d'abord se rendre compte en fait que notre intégrale ici dépend d'un paramètre r qui n'est pas intégré, et donc c'est bien une fonction qui dépend de r. C'est bien une fonction de r, intégrale de 0 à l'infini de l'exponentielle moins x carré b cos xr dx. Si vous intégrez par rapport à x, vous obtenez une certaine fonction, une certaine valeur, disons, mais qui est fonction de r. Si vous savez faire. Bon, ok. Donc, mettons qu'on sache faire, donc on postule que c'est une fonction g de r. Alors, on vérifie que notre fonction converge uniformément sur tout intervalle fini, ce qui nous permet d'aller dériver et d'utiliser la méthode de Feynman proprement. Dans le cours que j'ai proposé sur la méthode de Feynman, à nouveau, j'insiste pas sur toutes ces conditions. C'est un peu péché, mais en même temps, ça permet d'aller plus vite sur la partie opérationnelle. Et on vérifie que la dérivée, parce que donc maintenant c'est ce qu'on va faire, on va prendre g' de r, donc dg sur dr, qui est une dérivée droite avant le signe intégral, on la fait rentrer dedans, règle de Leibniz, elle devient une dérivée partielle par rapport à r, parce que tout ça, ça dépend de deux variables maintenant. Et donc g' de r est égal à ça, exponentielle moins x carré b cos xr dx. Okay. Maintenant on fait l'opération de dérivation, donc si on dérive ce truc-là, on obtient que la dérivée de cosinus c'est moins sinus, d'accord, et comme c'est cos xr et qu'on dérive par rapport à r, ça fait sortir le x, d'accord, en plus. Dérivée d'une fonction composée. Donc on obtient du coup que g' de r est égal à moins intégrale de 0 à l'infini de x exponentielle moins x carré b sinus xr dx. Ok, très bien.
Et donc ce qu'on a, c'est que g' de r, attendez, est-ce que j'ai changé quelque chose là? Est-ce que je l'ai juste reproduit? Non, je crois que j'ai bien quand même juste reproduit. Est égal donc toujours à moins l'infini, moins de 0 à l'infini, moins intégrale de 0 à l'infini de ce terme-là. Okay. Et maintenant, on va faire une intégration par partie, comme il se doit. Donc on fait une intégration par partie en primitivant le x exponentiel moins x carré b, d'accord? Alors ça se fait par substitution, hein, cette primitivation, si je puis dire, qui vous donne du 1 sur 2b exponentiel moins x carré b, d'accord? Et donc le 1 sur 2b va porter sur les deux termes de l'intégration par partie, puisque c'est sur la fonction qui est primitivée. Donc elle la primitive une fois, et on la multiplie par sinus xr entre 0 et l'infini, moins l'intégrale de sa primitive et la dérivée de sinus xr par rapport à x, hein, donc c'est r cosinus xr. D'accord. Alors là, si vous regardez bien, on commence à voir réapparaître notre intégrale de début. Hein. Ok. Maintenant, il faut qu'on raisonne un peu sur ce terme-là d'abord. En l'infini, l'exponentielle moins x carré, là, il va nous faire 0, donc tout ça va falloir 0 en l'infini, et en 0, sinus de 0, ça fait 0, donc tout ce terme-là est nul en fait. Donc tout ce qui nous reste, c'est, on peut sortir le r, moins r sur 2b, intégrale de 0 à l'infini, de exponentielle moins x carré b, cos xr dx. Et donc ça, on est revenu à g de r. Donc on a que g' de r est égal à moins r sur 2b, g de r. Ça, c'est une splendide équation différentielle, en fait. Alors on peut la mettre sous la forme un peu canonique, c'est-à-dire qu'elle s'écrit g' plus r sur 2b, g égale 0. Ok. C'est une équodif du premier ordre, homogène, donc elle ne présente aucune difficulté pour l'intégrer. Donc on réécrit les choses. Alors là, il y a un signe moins qui a pris des vacances. Le signe moins qui est là, il devrait rester là. Il va être parti quelque temps de mémoire. On va le retrouver à la fin. Donc ce qu'on a, si on écrit que g' de r, c'est dg sur dr, on envoie le dr à droite, on ramène le g à gauche, donc ça fait bien dg sur g égale moins r sur 2b dr. La primitive de dg sur g, c'est ln de g, la primitive de r, c'est r2, d'accord, sur 4b, donc voilà, avec un moins, là aussi il y a un moins qui manque toujours. Donc là ça fait moins r2 sur 4b plus une constante. Okay, on prend l'exponentielle, ln de g, on prend l'exponentielle, ça fait g. Et ici, ça fait exponentielle de moins r carré sur 4b plus constante. Exponentielle de la constante, on l'écrit juste une constante fois exponentielle de moins r carré sur 4b. Maintenant, le but du jeu, c'est de trouver la valeur de c. C'est ça, toujours le petit jeu final avec la méthode de Feynman, c'est de trouver la valeur des constantes d'intégration. Pour ça, ce qu'on remarque, c'est que si on prend g de 0, l'intégrale devient intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins x carré b dx. Et ça, c'est notre bonne vieille intégrale de Gauss qu'on a vu juste avant. D'accord. Donc ça donne ça. Hein. Et on sait qu'elle vaut racine de pi 4b, si j'ai pas fait d'erreur dans toutes mes séries de manipulations. Et donc au total, ce qu'on montre, du coup, c'est que cette intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins x carré b cosinus xr dx est égale à racine de pi sur 4b, parce que donc c'est racine... ouais, il faut juste relire, j'ai peut-être perdu une racine en cours de route. Il y a peut-être une petite arnaque sur les... Non, mais je pense que le résultat final est bon. C'est juste là, j'ai une petite intercitude. Sur les termes, je suis allé un peu vite en générant ces slides. À force, je m'y perds un peu, je suis désolé. Et donc ça, c'est égal à racine de pi sur 4b, exponentielle moins r carré sur 4b. Okay. D'accord, donc on a trouvé cette intégrale-là, on a trouvé sa valeur ici. Il va nous être fort utile par la suite. Donc maintenant, on est armé pour traiter la transformée de Fourier d'une gaussienne. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est transformation de Fourier de exponentielle de moins ax au carré. Donc ça, c'est égal à 1 sur 2pi, intégrale de moins l'infini à l'infini, de exponentielle moins ax carré, exponentielle i oméga x dx. C'est parti, on éclate l'exponentielle i oméga x en deux termes. Le terme cos oméga x plus i sur 2pi, là, le terme en sinus oméga x. Exponentielle moins ax2, ça doit être pas loin d'être une fonction paire, hein. Donc ce terme-là va disparaître, parce que ça va être une fonction paire fois une fonction impaire, donc c'est une fonction impaire au total, donc de moins l'infini à l'infini, ça fait 0. Donc tout ce qui nous reste, c'est ce terme-là. 1 sur 2pi, intégrale de moins l'infini à l'infini, de exponentielle moins ax2, cos oméga x dx. Okay. On voit que c'est une fonction paire fois une fonction paire, donc on peut intégrer qu'à partir de 0, pourvu qu'on multiplie par 2, et qui va se simplifier avec ce 2, donc ça fait 1 sur pi, intégrale de 0 à l'infini, de la même fonction. Et là, on commence à retrouver ce qu'on a vu juste avant. Et donc on sait ce que ça vaut, cette intégrale-là, on peut l'écrire, ça vaut 1 sur
racine de 4 pi-a exponentielle moins oméga carré sur 4a. Et ça y est, on a trouvé la relation de la transformée de Fourier de la gaussienne. Et qu'est-ce qu'on voit avec émotion? Que c'est une gaussienne aussi. Donc la fonction de Gauss fait partie des fonctions qui sont proportionnelles, si je puis dire, enfin qui ont la même forme que leur transformée de Fourier. Alors si vous prenez la bonne fonction de Gauss avec la bonne définition de la transformée de Fourier, vous pouvez avoir franchement fonction de Gauss égale sa transformée de Fourier. Bon, là, c'est pas les conditions intéressantes pour la résolution de d'EDP, donc on ne fait pas ça. Mais voilà, donc on a cette propriété-là qui est quand même plutôt jolie. Donc on a démontré, check, il y a du racine de pi sur a. Ah oui, d'accord, il y a la transformée de Fourier inverse de l'exponentielle moins a oméga carré. Voilà, si on a ce terme-là qui nous arrive sur les bras dans une résolution, ce qui pourrait bien arriver, ça nous donnera du racine de pi sur a exponentielle moins x carré sur 4a, donc voilà, c'est dans les deux sens, hein, il faut juste aller traiter les termes et les balancer de l'autre côté, ça fait ça. Voilà, ça clôt le chapitre du jour sur les transformations de Fourier, donc c'est une histoire un peu dense. Si vous n'avez jamais vu ça avant, ben on voit qu'on est encore monté un petit peu en puissance par rapport au sinus. J'ai pas insisté sur les aspects mathématiques un peu fins, à savoir les conditions de validité, les nuances subtiles qu'il y a entre les séries et les transformées de Fourier. L'intérêt, je ne l'ai pas dit au début, mais la transformation de Fourier, ça va nous permettre de travailler sur des intervalles d'espace infini. Jusque-là, la série de Fourier nous permettait de résoudre des EDP sur des segments finis. Maintenant, on va pouvoir travailler à l'infini, quand c'est la bonne approximation, quoi. Donc ça va être un outil très puissant pour gérer plein d'autres situations, et voilà. Je ne pense pas avoir grand-chose d'autre à vous dire, donc là-dessus, je vous quitte, je vous souhaite une bonne fin de matinée, journée, soirée, et je vous dis à bientôt pour la suite de nos mathématiques aventures.